Salam alaikum, Azur Fillaoun. Bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui le 18e anniversaire du carnage de Bentalha. En guise d'éditorial pour aujourd'hui, nous allons plutôt vous montrer quelques extraits d'un reportage de France 2, Autopsie d'un massacre, un reportage filmé quasiment dans la clandestinité et qui a valu des ennuis à certaines personnes qui s'y sont exprimées depuis l'Algérie. Cette enquête de Jean-Baptiste Rivoire et Thierry Tuillier, avec comme témoin principal Youss Nasrallah, avait provoqué une véritable clameur en son temps et continue à ce jour d'être considéré comme l'un des meilleurs documentaires réalisés sur la décennie rouge. Nous vous recommandons particulièrement de le visionner en entier. L'ambassadeur d'Algérie en France était alors personnellement intervenu auprès de la direction de France 2 pour essayer de faire annuler sa rediffusion. C'est dire. Et si Jean-Baptiste Rivoire n'était déjà pas en odeur de sainteté auprès du régime algérien, Thierry Tuillier allait apprendre à ses dépens ce qu'il en coûte de traiter de tels sujets, puisque le visa d'entrée en Algérie allait lui être refusé durant toute une année. Ces images que nous avons empruntées d'une vidéo se trouvent sur YouTube depuis plusieurs années déjà. Elle a été vue un nombre impressionnant de fois. Regardez. Aurait-elle pu empêcher ces étranges groupes armés de sillonner Bentalha? Dans le secteur, en tout cas, les postes militaires étaient nombreux. Entrepreneur dans le bâtiment, Nasrallah y effectuait de nombreux travaux. Il connaissait toutes les casernes de la région. Description. Il y avait la plus importante, celle de Baraki. Avec les événements et tout, il y avait des militaires, des vrais militaires quoi, qui étaient là pour combattre le terrorisme, les terroristes et tout. Et on peut appeler ça des relais. Il y avait celle de l'UNEMA qui était juste ici, avant le Houch Boukadoum. Il y avait une autre à l'entrée de Bentalha ici. Et il y en avait une autre à Qaïd Gassem. De cette région stratégique d'Algérie, aucune carte récente n'est disponible en Europe. Seule solution pour visualiser les lieux, une photo satellite. De Bentalha, la caserne de Baraki se trouve à 3,5 km, le poste militaire de l'UNEMA à 1,5 km, comme l'hospice de Qaïd Gassem, où étaient également stationnés des militaires. À l'intérieur même de Bentalha, le poste militaire avancé et le relais de la garde communale, ici à droite de l'image, se trouvent à moins d'1 kilomètre du quartier le plus touché par le massacre de 97. Écœurés par l'impunité dont bénéficient les GIA, les habitants commencent à soupçonner ces nouveaux groupes armés de travailler en fait pour les services secrets algériens. Mais à part... Algérienne aurait-elle donc organisé le massacre de Bentalha? Début septembre en tout cas, d'importants renforts militaires se déploient dans les casernes de Baraki et Qaïd Gassem. Bizarrement, les militaires demandent aux habitants de ne plus monter la garde la nuit sur leurs terrasses. Le soir du 22 septembre, à cause de l'insécurité, la femme et les enfants de Nasrallah sont réfugiés à Baraki. Lui s'apprête à passer la nuit à Bentalha dans sa maison. Nous sommes à moins de 2 heures du massacre, une étrange patrouille pénètre dans le village. J'ai vu un groupe d'au moins une quarantaine de personnes, de militaires. C'était bizarre parce que c'était la première fois qu'on voyait ces militaires-là. Moi, j'ai cru que c'était les militaires de Qaïd Gassem. Parce que c'était le genre, la même tenue de combat, avec des casques, bien habillés, quoi, des tenues neuves, des gilets pare-balles. On les a vus et ils avaient emprunté le chemin allant vers les orangeries, en direction de Qaïd Gassem.
Ils ont pris ce boulevard-là, ils sont passés devant ma maison, ils nous ont bien regardés. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens, là, mes amis, Abdelkader, ils sont venus me dire que les militaires, quand ils nous ont bien regardés, ils ont dit qu'ils sont en train de jouer au domino les salauds. Je me demande encore pourquoi ils ont dit ça. Ils sont repartis par là. Par où sont rentrés les assaillants? Il était quelle heure? Il était 9h, entre 9h et 9h30. En fait, en passant devant la maison de Nasrallah, les militaires auraient carrément laissé entendre à ses voisins qu'une opération allait se dérouler à Bentala. En Algérie, nous avons retrouvé l'un des hommes qui jouait au domino quand la patrouille est passée. Il se souvient parfaitement de l'incident. On jouait au domino, un groupe de voisins comme ça, on jouait. On a vu des militaires qui sont passés. Même on les a entendus dire que ça va pas barder pour vous aujourd'hui. Jouez au domino. Ce soir, vous allez voir. C'était une menace? C'est comme si... c'est une menace. Leur a dit, allez vers les militaires, nous on vous a rien fait. Il a dit ça aux gens qui étaient sous la dalle. Oui. Et là, c'est comme s'il avait pressé sur un bouton, c'était un flux d'insultes et de blasphème, et je pouvais pas entendre, je pouvais pas croire mes oreilles. Ils nous ont dit, on va vous envoyer chez votre Dieu. Ça c'est grave parce que tous les musulmans savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu et c'est le leur. Généralement, ceux qui blasphèment comme ça, ceux qui ne croient pas réellement en Dieu, c'est uniquement les militaires. Pas une seule minute. On a voulu faire croire que c'était pas une armée de métier. On a voulu faire croire que c'était une armée pas entraînée, qui n'avait pas les moyens. Et je connais bien l'armée, j'ai travaillé avec l'armée. J'ai passé mon service militaire et je sais de quoi est capable l'armée. En 1994, il y a eu un ratissage et les paras sont descendus avec leurs hélicoptères, ils sont descendus sur les terrasses des maisons à Bentala. Et je me pose la question pourquoi? Parce que Boufarik, la base militaire de l'aviation, c'est quand même à 10 minutes. Un vol d'oiseau, c'est à 10 minutes de Bentala, Boufarik. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas fait la même chose. Pourquoi les paras ne sont pas venus nous aider, nous secourir. Nasrallah n'est pas le seul à se poser cette question. Sur la base militaire de Boufarik, qui se trouve effectivement à moins de 20 km de Bentala, des pilotes d'hélicoptères se demandent eux aussi pourquoi ils n'ont pas reçu l'ordre d'aller secourir les victimes des massacres. Au printemps 98, écœuré par la situation, l'un d'eux s'enfuit en Espagne avec son appareil. De là, il accorde une interview à un journaliste de l'agence Capa. Là où il y avait des massacres, il n'était pas plus loin que 10 minutes de ma base où j'étais. Si il pouvait nous appeler, c'est à 10 minutes et pas moins. 10 minutes, nous serions là. Pour moi, c'est une comment dire, complication, non. C'était complicité. Une complicité. C'est une complicité. Pourquoi ils ne vous ont pas appelé? Je ne sais pas, c'est à eux de répondre. C'est pas à moi de répondre. Nasrallah est soudain ébloui par des projecteurs qui s'allument dans la zone où sont stationnés les blindés de l'armée. On a vu des projecteurs s'allumer et tout le monde qui était sur la terrasse a commencé à crier une nouvelle fois, les militaires arrivent, les militaires arrivent. Il est quelle heure là? Il est entre 3h du matin. Et c'est vrai qu'on a vu la réaction des terroristes. Et pendant 5 minutes, ils ne voulaient plus attaquer. Et il y a les émirs qui sont venus en courant, en les insultant, en les menaçant même de continuer leur travail. Ils leur ont dit, en arabe, ils leur ont dit « Continuez votre travail le plus calmement possible, les militaires ne viendront jamais ». On en déduisait que c'était les émirs parce qu'ils étaient cagoulés. Ces chefs cagoulés étaient donc certains que l'armée n'interviendrait pas. C'est ce que confirment d'autres rescapés. J'ai même entendu un tueur dire à son copain « Continue d'égorger, travaille tranquillement, l'armée nous couvre, on a réglé tout ça ». Ils savaient que les militaires n'allaient pas intervenir, ils le savaient. On l'avait compris.
ça nous faisait encore plus peur. C'était trop tard, on était encerclés. Les militaires qui étaient là, qui ne voulaient pas intervenir, encore plus, ils empêchaient les gens de venir intervenir. Parce qu'il y a énormément de patriotes qui sont venus de Baraki, des patriotes qui sont venus de Semma, des policiers qui sont venus de Semma, de partout, d'Al-Harraj. Ils sont venus, ils ont été frappés, chassés par les militaires. Saïra Acho, la reporter de Channel 4, s'adresse au monsieur droit de l'homme du régime algérien pour lui demander s'il a pu, lui, interroger les militaires. Dialogue de sourds. Excusez-moi, je vous répondrai dans mon rapport 1997. Bon, mais alors, sans parler de votre rapport 1997, est-ce qu'au moins vous avez pu parler aux militaires des casernes implantées près de Bentala? Je vous ai déjà répondu. Donc vous leur avez parlé? Je vous ai déjà répondu. Je suis désolée, j'ai pas compris votre réponse. Je vous ai dit qu'on ne faisait pas une enquête, mais une investigation. Donc vous ne leur avez pas parlé? Je vous ai déjà répondu. Je suis désolée, excusez-moi. Non. Voilà, il ne mène pas une enquête, mais une investigation, a-t-il dit. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Nasrullah Yous, habitant de Bentalha et témoin direct de ces tragiques événements, auteur de « Qui a tué à Bentalha, Algérie, une autopsie d'un massacre annoncé » avec la collaboration de Selima Melleh. Nous aurons aussi Jean-Baptiste Rivoire, journaliste d'investigation, auteur et co-auteur d'enquêtes très poussées sur la décennie rouge, co-auteur avec Lounis Aggoun de la France-Algérie, entre autres travaux. Et nous aurons aussi Sofiane Schwitter, avocat spécialiste en justice transitionnelle au Canada. Yous Nasrallah, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous vous trouviez à Bentalha la nuit du massacre. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, votre conviction qu'une aile du régime était derrière la tuerie a-t-elle été ébranlée? Est-elle toujours intacte? Elle est encore plus renforcée, je dirais, aujourd'hui, parce que non seulement j'ai lu tous les rapports des autorités algériennes transmises à l'ONU, c'était que des mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Et en plus, en 18 ans, j'ai eu aussi le témoignage de pas mal de militaires, aussi des gens qui ont assisté au massacre. Donc j'en suis convaincu que derrière ce massacre, ces escadrons de la mort, des militaires, sont responsables. Vous savez, c'est toujours difficile de... Yous Nasrallah, je vais être obligé de vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. Nous allons vous appeler au téléphone et vous restez en Skype avec nous. Je vois que vous êtes très ému. Je vais vous laisser le temps de prendre un verre d'eau. Nous allons vous appeler dans une minute. Jean-Baptiste Rivoire, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était prévu que vous passiez en Skype avec nous. Or, cela n'a pas été possible, donc nous vous avons au téléphone. Oui, bonsoir, merci pour votre invitation. Entre-temps, j'ai peut-être retrouvé un compte Skype qui serait Tigrane41, mais je vous réponds par téléphone en attendant. Très bien, après le support technique va vous demander plus de précisions. Dites-moi, Jean-Baptiste Rivoire, en même temps que le régime a toujours refusé toute enquête internationale, comme pour l'assassinat des moines, le régime continue de protester et d'affirmer que ces accusations sont tout à fait gratuites et que de toutes les façons, l'armée ne pouvait pas intervenir, nous dit-il. Alors, oui, effectivement, la défense d'Alger à propos du massacre de Bentalha qui a eu lieu donc en septembre 97 et qui a fait entre 300 et 400 morts, la défense d'Alger a toujours été de dire que c'est un massacre commis par les islamistes et que l'armée ne pouvait pas intervenir parce qu'il faisait nuit, parce que l'armée avait peur, etc. Bon.
Alors, pour avoir beaucoup enquêté sur ce massacre, je crois que la réalité est un peu plus complexe. En fait, c'est vrai que l'armée algérienne, en elle-même, n'est pas forcément intervenue à Bentaha, ni pour forcément tuer les gens, ni pour sauver les victimes. Mais en revanche, ce qu'on découvre quand on travaille sérieusement sur ce massacre, c'est qu'il y a une centaine de tueurs non identifiés avec des cagoules qui débarquent dans le village vers 23 heures et qui vont massacrer pendant 5 heures plusieurs centaines d'habitants. Mais ce qui est très important et que les médias, notamment français, n'ont pas voulu entendre, c'est que les habitants du village disent très clairement que la nuit du massacre, ils voient se déployer vers 23 heures, juste avant le début du massacre, des blindés, ce que Nesrallah Youssouf appellera des BTR, donc des blindés des forces spéciales de l'armée algérienne, qui prennent position autour du quartier attaqué, Hayy el-Jilali, je crois. Il y a 4 ou 5 BTR qui prennent position autour. Et ça, d'après plusieurs témoins, c'est les forces spéciales de l'armée. Et la présence de ces blindés est très étrange parce qu'ils vont rester entre 23h et 4h du matin, heure de la fin du massacre. Alors on pourrait se dire, l'armée est autour, donc elle va protéger les citoyens. Mais en fait, pas du tout. Ces blindés de l'armée se comportent de façon très étrange, c'est-à-dire qu'ils se prennent position tout autour du quartier où va avoir lieu le massacre. Et ils vont avoir manifestement des consignes pour faire 2 choses. Empêcher les victimes de fuir le théâtre du massacre et empêcher les habitants des quartiers avoisinants de venir porter secours aux victimes. Donc en fait, ils sécurisent le théâtre du massacre pour le compte de mystérieux tueurs en cagoule qui vont tuer 400 personnes en 5 heures. Vous avez le nombre de morts, parce qu'il y a des chiffres qui sont contradictoires, particulièrement par rapport à ceux donnés par le régime. Alors, il est incroyable de penser que presque 20 ans après ce massacre, finalement, on ne sait toujours pas combien il y a eu de morts à Bentaha. Officiellement, et je crois que c'est un peu moins d'une centaine, en réalité, tous les témoins parlent de plutôt 300 ou 400 morts, y compris les secours intervenus sur place le lendemain. Par ailleurs, il semblerait que dès la nuit du massacre, en fait, des ambulances étaient stationnées près de l'école du village. Des dizaines et des dizaines de cercueils étaient entreposés, comme si les autorités savaient qu'il allait se passer quelque chose et elles avaient préparé tout un dispositif pour pouvoir évacuer les cadavres le plus rapidement possible, mis dans des cercueils parfois anonymes, et interdire à tout témoin extérieur de compter les morts. Donc ça, c'est tout à fait particulier. Il y a des centaines de villageois massacrés en une nuit. On ne sait pas combien exactement sont morts parce qu'il y a eu un blocage des autorités sur cette information. Il y a eu des... Vous avez pu prendre langue avec des témoins qui ont vu ces ambulances dès la veille se positionner près du village, près du quartier? Alors, c'est pas forcément la veille. Il faut vérifier avec Nesrallah Youssouf, qui était donc un habitant du village et qui a recueilli ces témoignages. Il vous l'expliquera tout à l'heure. Mais effectivement, il y a eu des présences d'ambulances bien plus tôt que l'heure normale. C'est-à-dire que, je ne sais plus si c'est minuit ou 2 heures du matin, les gens ont été étonnés par la présence d'ambulances comme ça, tout près du quartier du massacre. Bon, des dizaines d'ambulances installées là, c'est quand même très étonnant. C'est particulier, c'est pas les islamistes qui ont amené des ambulances, il y a un problème, quoi. À l'époque, le général Nazar avait déclaré publiquement que les hélicoptères ne pouvaient pas se déplacer la nuit. Il l'a dit publiquement, ça a été... Alors que le pilote d'hélicoptère que nous voyons dans votre reportage nous affirme que si, et que s'il l'avait appelé, il aurait pu s'y rendre en moins de 10 minutes. Alors effectivement, on avait interviewé un pilote d'hélicoptère de l'armée algérienne qui était basé dans une base aérienne à quelques minutes du village de Bentaha, qui aurait tout à fait pu venir et qui s'est toujours étonné que personne ne leur a donné l'ordre de décoller et de venir voir ce qui se passait au village de Bentaha. Bon, l'argument que les hélicoptères n'auraient pas pu voler la nuit, je ne sais pas qui défend cette idée, mais c'est totalement faux. Nous savons pertinemment qu'en 1995, la France livre à l'Algérie des hélicoptères Écureuil avec des systèmes de vision nocturne. Comme c'est interdit de livrer des hélicoptères militaires, la France fait semblant que ce sont des hélicoptères civils, mais en réalité, ils vont être remontés en Algérie, équipés des systèmes de vision nocturne et repeints aux couleurs de l'armée algérienne. Donc on sait pertinemment que depuis 1995, Alger a des hélicoptères Écureuil capables de filmer la nuit. Je préciserai même que plusieurs témoins du massacre de Bentaha ont vu, la nuit du massacre, ont entendu un hélicoptère survoler le village en pleine nuit. Je pense que techniquement, il s'agissait des hélicoptères français vendus en 1995 sous Charles Pasqua, qui étaient tout à fait capables de filmer la nuit et même de transmettre leurs images à un quartier des généraux situé à Alger. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est même de savoir si l'armée algérienne n'a pas filmé le théâtre du massacre de Bentaha en direct vers 23h, et l'hélicoptère serait repassé à la fin du massacre 4 ou 5 heures plus tard, pour rendre compte de ce qui s'était passé. C'est hallucinant, mais il y a eu en réalité un hélicoptère militaire au début et à la fin du massacre au-dessus du village.
Restez avec nous, Jean-Baptiste Rivoire. Youssef Nasrallah, vous confirmez cette histoire d'hélicoptère qui survolait le quartier pendant les massacres? Vous y étiez? Il y avait 2 hélicoptères. Comment on pouvait le savoir? Comment on pouvait le savoir que c'était des hélicoptères de l'armée? En plus, il y avait marqué ANP en dessous. Donc, de ma terrasse, moi, elles étaient à quelques mètres. Je les voyais, tout le monde les voyait, les hélicoptères, bien sûr. Mais je voulais revenir sur le nombre de morts. Oui. Comment j'ai connu le nombre? C'est macabre, c'est vraiment malheureux de dire, mais juste après le massacre, il y a eu des dons parce que les gens avaient tout perdu. Il y avait des dons qui arrivaient en Algérie, du riz, du ravitaillement pour manger, des couvertures. Une partie était par des associations algériennes pour aider la population. Et moi, j'ai fait le décompte des gens, des familles qui étaient restées et donc j'ai pu compter le nombre de morts. Il y en a eu 417. 417 417 morts, 30 femmes enlevées. 30 femmes enlevées. Et les autorités disaient qu'il y en avait 85. Voilà, ce que je voulais aussi préciser pour les ambulances, non seulement je les ai vues, mais c'est un voisin qui, comme je le raconte dans le reportage et dans le livre, dans mon livre qui a tué à Bentalha, c'est qu'un voisin s'est sauvé en voiture quand il a entendu les premières bombes. Il s'est sauvé en voiture en marche arrière. Et le lendemain ou le surlendemain, je suis allé lui demander, je lui ai dit, est-ce que tu as vu effectivement des ambulances sur les lieux du massacre, devant l'école? Il m'a dit oui. Et quand on sait qu'en Algérie, pour réquisitionner une ambulance, c'est très très difficile, de voir qu'à minuit, il y avait déjà une quarantaine d'ambulances devant l'école, c'est-à-dire que tout était préparé, des tombes aussi. Des tombes ont été creusées au cimetière de Sidi Erzine. Les tombes ont été creusées avant l'attaque? Oui, quelques-unes, oui. Et il y avait, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des pelleteuses sur le cimetière avant l'attaque? Oui, avant l'attaque, je ne sais pas, mais le jour même, du massacre, il fallait à tout prix enterrer les gens. Il y a des gens qui ont été enterrés, plusieurs dans la même tombe. Dans des fosses communes? Voilà, parce que... Alors qu'ils étaient connus, ils ont été enterrés sous X alors qu'ils étaient identifiés. Non, ils n'étaient pas identifiés, on ne pouvait pas les identifier. Les gens, ils les ramassaient comme ça, ils les ramassaient. Ceux qui avaient de la famille pouvaient identifier leurs proches, mais ceux qui n'en avaient plus, voilà, c'est aussi... je suis encore plus convaincu que les militaires sont derrière ce massacre-là. Youssef Nasrallah, pour revenir à ce que vous disiez avant de traiter de ce sujet sur le fond, les femmes qui ont été enlevées, la trentaine de femmes qui ont été enlevées, elles n'ont jamais été retrouvées? Non. Non, le jeune que vous avez vu, sur le reportage Fouad, c'est 2 sœurs. Sa mère a été tuée, ses 2 sœurs ont été enlevées. Oui. Alors, vous nous dites que vous êtes convaincu que c'est l'armée qui était derrière ce carnage. Quel argument pourriez-vous nous dire? Parce que beaucoup de gens vont vous dire « Non, vous êtes en train de fabuler, ça ne repose sur aucune preuve. » Récemment, un colonel du DRS, justement, nous a dit que nous sommes en train d'inventer des choses. Et tout à l'heure, malheureusement, j'ai essayé de le joindre pour l'inviter. Je n'ai pas pu le joindre. Mais sinon, sur quelle conviction repose cette grave accusation que vous lancez? Vous savez, c'est pas moi. Moi, j'ai relevé plusieurs faits, plusieurs indices pendant 5 mois d'enquête en Algérie, quand j'étais en Algérie. J'ai relevé aussi pas mal de choses qui se sont passées avant le massacre. C'est pas à moi de dire ce qui s'est passé ou ce que... Moi, j'ai posé des questions qui m'ont paru très impliquant l'armée. Donc, j'aimerais bien que, oui, ce colonel se manifeste. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à une vraie enquête indépendante qui pourra faire la lumière sur ce qui s'est passé. Donc, c'est les faits, l'hélicoptère, les faits. Pourquoi ils disent qu'il y avait des mines? Oui. Que les habitants, les autorités sont allées même dire que les habitants avaient posé des mines pour empêcher l'armée de rentrer dans le quartier.
On n'est pas suicidaire, on va pas se tuer nous-mêmes, quoi. Mais il n'y avait pas de mine. Il n'y avait pas de mine. Ils appellent ça des mines. Il y avait peut-être deux assaillants qui, soi-disant, fermaient, comment dire, au niveau du coin où habitait Mustapha, près des maisons, comment on appelle ça, préfabriquées. Il y avait deux personnes, bien sûr, qui étaient là pour surveiller, pour tirer sur les militaires, mais pas de mine du tout. Oui. Comme il faut lire mon livre, qui a tué Ben Talha, il faut voir le documentaire pour comprendre. Il y a plein de choses. Des militaires sont passés à 11h du soir, à 9h du soir, sont passés dans le quartier. Les patriotes, comment ils n'ont pas explosé sous les mines? Oui. Youss Nasrallah, une question un peu délicate. Aujourd'hui, quand on accuse l'armée, les services d'avoir fomenté ce genre d'attaque, de carnage, c'est absolument acquis maintenant. Au niveau de toute l'opinion publique algérienne, tout le monde sait que ce ne sont pas des racontars, que c'est bien vrai et que ça repose sur des témoignages, sur des arguments, sur beaucoup de choses qui peuvent prouver, sur aussi le refus du régime d'autoriser toute enquête sérieuse qui vienne d'ailleurs que de chez lui-même. Mais est-ce que cela dédouane pour autant les vrais terroristes, des islamistes armés qui ont eux aussi commis des carnages? Est-ce que nous pouvons dire que tous les carnages étaient le fait de services de sécurité, du DRS et de l'armée? Du tout. Moi, je ne suis pas d'accord depuis le début, même si on est rentré dans une forme il faut choisir son camp. Moi, j'ai toujours dit, il y a eu des massacres qui ont été perpétrés par des groupes islamiques réels. Hein. Les fameux GIA. Les fameux GIA, bien sûr, qui se sont autoconstitués, qui se sont dès 94, 93, dès le début, 93 et 94, ils se sont constitués, ils ont pris les armes, et ils ont tué des familles, ils ont tué donc, je ne peux pas mettre tout sur le dos du DRS. Oui. Le DRS, je pense que l'armée a voulu encore plus diaboliser, donc accentuer ces massacres pour retourner la population. Non seulement pour la retourner, mais aussi pour se venger. La phrase de Reda Malek qui disait que la peur doit changer de camp. Il fallait éradiquer les racines du terrorisme. Et les carnages ont tous été commis dans des quartiers, des villages qui sont plutôt sympathisants du fils. Et ça aussi, on dit n'importe quoi sur ça. J'ai lu des commentaires, même sur. Je voudrais après tout à l'heure parler de quelque chose, voilà, que j'avais oublié de dire. C'est que. Excuse-moi, ta question, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Mais sinon, quel était le nombre des assaillants à peu près? Il y en avait 200 à peu près, 200. Comment 200 assaillants avec des bombes? Vous imaginez tout un groupe, 200 personnes, avec des bombes, des fusils et tout, passe par le Qaïd Gassem, c'était l'endroit où étaient stationnés les... comment on appelle ça, les forces spéciales. Ouais. C'était à peine à 1,5 km. Ils sont passés par là, devant eux. Comment on peut expliquer ça? Oui. Restez avec nous, Youss Nasrallah. Je vais aller vers Sofiane Chouiter avant de revenir à Jean-Baptiste Rivoire. Sofiane Chouiter, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Jamadine. Merci. Alors, comment le juriste que vous êtes qualifierait le carnage? Sur le plan du droit national, puisqu'on parle on parle beaucoup plus de massacres, soit dans les différents articles de presse, dans les enquêtes, dans les livres, on parle de massacres. Sur le plan législatif algérien, cette notion de massacre, elle était inconnue à l'époque des massacres. On la trouve juste après avoir le pouvoir a promulgué la loi sur la concorde civile et après les textes d'application de la charte pour la paix et la réconciliation.
en disant que c'est une exception parce qu'il a accordé dans ces deux textes de loi, il a accordé des immunités de poursuite pour les membres du groupe armé qui seront aux autorités, à l'exception des membres qui ont commis des crimes, massacres, viols et des explosifs ou des attentats à l'explosif dans des lieux publics. Or, cette notion de massacre n'est pas définie dans le code pénal, ni dans le code de procédure pénale. On ne sait pas exactement c'est quoi ce massacre selon le droit national algérien. Est-ce que le fait de tuer 2 personnes, c'est un massacre ou il faut plus un nombre? Jusqu'à maintenant, même la jurisprudence, elle est vide. Puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait même pas de procès contre les présumés auteurs de ces massacres. Voilà. Donc, sur le plan national, il y a un vide. Alors, on est obligé de retourner au droit international, puisque l'Algérie a ratifié pas mal et plusieurs conventions internationales qui s'appliquent sur cette situation, entre autres les conventions de Genève sur le droit humanitaire international. Là, le droit international, il ne parle pas de massacre aussi. Hein, il n'utilise pas cette notion de massacre, mais il utilise beaucoup plus soit le génocide. L'Algérie a ratifié. Mais en l'occurrence, ce n'est pas un cas de génocide, à l'évidence. Je vais expliquer. Soit c'est un génocide, soit un crime contre l'humanité, soit des crimes de guerre. Alors, le génocide, l'Algérie a ratifié la Convention de prévention et de la répression du crime de génocide de 1948, c'était en 1963, l'Algérie a ratifié. Or, le génocide, il y a un élément important, c'est la distinction d'un groupe, mais il faut que ce groupe soit un groupe national, racial, ethnique ou religieux. Oui. Donc, je ne pense pas que le groupe là qui était victime d'extermination, le but ou le but de ces criminels, c'était l'élimination d'une partie ou de tout de ce groupe national. Alors, on retourne à la définition du crime contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, je pense que c'est la meilleure qualification avec les crimes de guerre parce que, en grosso modo, ce sont les multiples actes criminels dans le meurtre, l'emprisonnement, l'extermination, la torture, la disparition, etc., qui est pratiqué dans un cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Or, selon les éléments que nous avons, le cas de Bentalha, ce n'est pas un cas isolé, hein, c'était toute une suite du massacre. Oui, hein. oui. Il n'y avait même pas un mois avant le Bentalha, il y avait le massacre de Sidi Raïs. Hein. Oui. Et puis ça s'est déroulé jusqu'en 98 avec le massacre de Ramka. Donc c'est une pratique généralisée et systématique dans plusieurs régions de l'Algérie et qui visait une population civile. Donc on peut la qualifier, selon le droit international, comme un crime contre l'humanité. Mais on peut aussi la qualifier comme un crime de guerre. Si on considère ce qui s'est passé à cette époque en Algérie comme un conflit armé interne. Or, mais il n'y avait pas de guerre entre l'armée et les gens de Bentalha. Je ne pense pas que nous puissions dire... Oui. Le droit international humanitaire qui est protégé par les conventions de Genève, il protège, c'est-à-dire qu'il autorise qu'on cible les cibles militaires et qu'on ne peut pas attaquer les cibles civiles. Et c'est un des protagonistes du conflit, qu'il soit l'armée, qu'il soit une entité étatique ou une entité non étatique, on peut l'appeler groupe armé, terroriste, comme on veut, si elle attaque, si elle prend les civils comme cible, là, on est devant une violation grave au droit international humanitaire, et là, on peut la qualifier comme crime de guerre. Et aujourd'hui, 18 ans plus tard, qu'est-ce qu'il est possible d'entreprendre juridiquement sur un plan international? Alors, sur le plan international, malheureusement, à cette époque, la communauté internationale, on peut la dire, elle était complice de ce qui se passe en Algérie. Hein. Elle n'a pas réagi de façon ferme sur ce qui se passe. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, il avait cette possibilité,
en vertu de chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, de créer un tribunal international, comme il l'a fait pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. Donc il n'a rien fait, même pas une résolution condamnant ces crimes. Maintenant, il y a peut-être une possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les mécanismes de la compétence universelle reconnue par certaines juridictions dans des pays européens. Mais il faut des conditions très draconiques. Il faut que l'auteur ou le présumé auteur de ces crimes ait un passage dans un pays européen, soit un bailleur, soit il est installé dans ces pays. Là, il y a une possibilité de déclencher des poursuites. Il faut que je souligne aussi que la notion des crimes, les crimes internationaux, ils sont presque, surtout les crimes contre l'humanité, sont imprescriptibles. Donc on peut les poursuivre même après 20 ans, 50 ans, on peut les poursuivre. Donc il n'y a pas une prescription. La notion des crimes contre l'humanité ne connaît pas la prescription qui existe dans certaines infractions dans le droit national. Donc c'est le seul moyen. Mais je pense que la meilleure idée, c'est qu'il faut s'il y a un changement de régime, donc un changement de volonté politique, il faut mettre en place un tribunal. Moi, je préfère un tribunal hybride, c'est-à-dire que composé par des juges algériens avec des juges internationaux dans le cadre d'une coopération avec les Nations Unies, comme ça a été le cas au Cambodge pour le jugement des Khmers rouges, ou au Sierra Leone aussi, ça a été le même cas. Ça sera l'idéal, c'est-à-dire qu'il y aura un jugement en Algérie, il faut que le peuple soit au courant. On en est loin. Là, c'est un scénario schéma. Mais restez avec nous, Sien Twitter. Jean-Baptiste Rivoire, les autorités françaises de l'époque, de ce moment-là, au moment du massacre, quel a été leur rôle? Quel rôle ont-elles joué? Étaient-elles au courant de ce qui s'était réellement passé? Ont-elles essayé de couvrir le régime algérien? Sur toute la période 92-2000, ce qui est effectivement très très frappant, c'est qu'à aucun moment Paris ne fait le moindre geste qui pourrait signifier que la vérité doit être dite, que les journalistes doivent pouvoir travailler, que des enquêtes internationales sont nécessaires. Moi, j'ai souvenir de déclarations de Hubert Védrine ou autres extrêmement protectrices pour les généraux éradicateurs qui menaient la sale guerre à l'époque en Algérie. Et pour revenir d'un mot sur le massacre de Ben Talha, donc les témoins sont formels, il y avait des forces spéciales qui sécurisaient le théâtre des massacres. Les forces spéciales en Algérie en 97, elles travaillent sous les ordres des généraux Toufiat Medienne et Ismaël Lamari, qui est décédé depuis. Donc il y a une véritable responsabilité du DRS dans ce massacre. Reste aussi la question du mobile. Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui était en jeu? Alors certes, les banlieues islamistes d'Alger, la ceinture verte autour d'Alger, Ben Talha, Baraki, etc., c'était des banlieues qui avaient voté massivement pour le 6 en 92, donc qui étaient considérées par le régime comme des territoires un peu ennemis. Donc oui, il y avait une volonté de punir ces populations. D'ailleurs, après le massacre, un ministre algérien a dit de toute façon qu'ils avaient bien mérité leur sort puisqu'ils avaient, disait-il, soutenu les terroristes. Donc ça, c'est un premier mobile pour le DRS de punir ces populations. Mais je pense que c'est pas que ça. Il faut quand même se replacer dans le contexte du massacre de Ben Talha. Vous avez un président Zeroual qui essaye de faire un compromis politique en Algérie, de parler avec les leaders du FIS, et fin août 97, il décide de libérer Abbassi Madani et Ali Belhadj. Et ça, les généraux éradicateurs sont furieux de cette situation, sont furieux de ce compromis, ils ont extrêmement peur de perdre le pouvoir, et ils vont signifier à Zeroual, je pense que le massacre de Ben Talha est une immense provocation, comme le massacre de Raïs quelques semaines auparavant. Je pense que c'est organisé, fomenté par les chefs du DRS, pour signifier à Zeroual qu'il n'est pas question d'établir le moindre compromis politique avec les islamistes. Et donc, en instrumentalisant ce massacre, ils ont discrédité les démarches de paix de Zeroual, ils ont empêché tout compromis politique en Algérie. Je pense que le vrai but du massacre de Ben Talha et des autres massacres de Beni Messous et tout qui ont eu lieu à cette période, c'était ça. Alors évidemment, le silence de la communauté internationale a été assourdissant, à part quelques exemples comme Bendit, député européen, mais à part ça, tout le monde s'est laissé emballer par les autorités algériennes, personne n'a été rien vérifié, et c'est un énorme scandale, comme si les Algériens n'étaient pas des humains. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi voulu faire du 2 en 1,
non seulement signifier à Zarwal qu'il n'accepterait pas d'éventuelles négociations, mais aussi, comme ils disent, faire du terrorisme pédagogique. Ça veut dire pour retourner la population contre les islamistes d'une façon générale. Absolument. Vous savez, c'est une guerre contre-insurrectionnelle qui était menée à l'époque, comme les Français l'avaient fait pendant la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que vous aviez quand même une logique insurrectionnelle aux portes d'Alger, et finalement, pour discréditer les islamistes, pour terroriser la population, les autorités, l'armée, laissaient agir des tueurs en Pachabiya, etc., qui depuis des années, Nasrallah le racontera, terrorisaient Ben Talha. Donc il y a vraiment une volonté de laisser des gens agir. Et un détail sur ce qui s'est passé la nuit du massacre. La nuit du massacre, vous avez ces blindés de l'armée autour du village. Et à un moment donné, vers 2 ou 3 heures du matin, un des blindés allume un projecteur. Et là, les témoins racontent quelque chose d'extrêmement intéressant. Les habitants du village, qui de leur terrasse assistent au massacre, entendent certains des tueurs dire « Ah, l'armée a allumé un projecteur, zut, peut-être ils vont intervenir ». Et là, les chefs des tueurs, qui sont eux aussi sous cagoule, leur disent « Mais non, continue à tuer, ne t'inquiète pas, l'armée, on a réglé ça, ils ne vont pas intervenir ». Bon. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'à la base du commando des tueurs, il y a des types qui sont peut-être des islamistes manipulés, des petits voyous libérés de prison, on ne sait pas qui c'est. Il y a des types qui, à un moment donné, se disent peut-être l'armée va venir nous arrêter. Ils ne savent pas très bien. Mais vous avez les chefs du commando, les chefs des tueurs, qui eux sont certains que l'armée ne bougera pas parce qu'ils ont reçu des garanties. Donc ça veut dire qu'on n'est pas face à un massacre commis par l'armée. C'est pas comme ça, c'est plus compliqué. C'est des mystérieux tueurs encadrés par probablement des gens de l'ASM, du DRS, qui savaient que ça ne bougerait pas parce qu'ils savaient que le massacre était sécurisé. Donc c'était une espèce d'opération. C'est un peu comme le massacre de Sabra et Shatila au Liban en 82, où l'armée israélienne encercle le camp. Et c'est pas l'armée israélienne qui pénètre dans le camp pour tuer les Palestiniens, c'est les phalanges chrétiennes. Mais l'armée israélienne a sécurisé le théâtre du massacre pour que pendant 3 jours on puisse massacrer les Palestiniens. Donc là, vous avez des forces spéciales algériennes autour du village et on laisse les tueurs pénétrer et ressortir en toute impunité. Un exemple qui ne va pas laisser indifférent dans les chaumières. Mais sinon, Jean-Baptiste Rivoire, est-ce qu'une enquête internationale pourrait être ébranlée maintenant, 18 ans plus tard? Écoutez, je crois qu'il y a malheureusement pas de volonté internationale. La lâcheté des institutions internationales est terrible, le droit international est encore embryonnaire, personne n'a envie de chercher des problèmes, même si, comme le disait notre ami en plateau, c'est un crime contre l'humanité, donc imprescriptible. Peut-être qu'un jour, il y aura enfin une enquête qui mettra à jour ce qui s'est passé et les responsabilités dans ce massacre. Le problème, c'est qu'il faudrait une volonté politique internationale ou une révolte du peuple algérien, c'est pas simple. Restez avec nous, Jean-Baptiste Rivoire. Yous Nasrallah, je reviens à vous. Yous? Je suis là. Alors, je me suis rappelé de ma question de tout à l'heure. Je vous avais dit, est-ce que le fait d'accuser le régime algérien, l'armée et le DRS, ce qui fait aucun doute sur leur participation, il y a pratiquement plus d'Algériens qui en doutent. De façon honnête, j'entends pas les alliés naturels du régime. Mais est-ce que cela dédouane pour autant les vrais djihad, les groupes islamistes armés, qui sans être sous la coupe de l'armée n'ont massacré pas moins les gens? Je crois que sur cette question, j'ai toujours été clair. Et c'est pour ça que je me suis fait des ennemis partout. Parce que d'un côté, effectivement, il y avait les radicaux islamistes qui ont massacré, qui ont tué des personnes et de l'autre côté, il y avait aussi les militaires qui faisaient pire. C'est-à-dire que c'était une guerre, un jeu entre les deux parties. C'est pour ça qu'on disait que c'était une guerre contre la population, une guerre contre les civils. Il fallait absolument, d'une part ou d'une autre, de faire pencher la population. Un détail qui m'est revenu justement le soir du massacre, c'est que quand le voisin a essayé de discuter avec les assaillants, qui étaient juste en dessus de la dalle en face de chez moi, il leur a dit « Mais pourquoi qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi nous? Allez, les militaires, ils sont en face de vous. » J'allais vous poser cette question du blasphème. C'est carrément, je le dis en arabe, je sais pas, le ciel tombe, quoi. On va vous niquer vos mères, vos femmes, on va vous envoyer chez votre bon Dieu. Il a pas dit on va vous envoyer chez Dieu. Il a dit on va vous envoyer chez votre bon Dieu. Vous allez voir. Mais c'est vraiment j'ai encore cette phrase dans la tête.
C'est-à-dire comment peut-on croire en Dieu, être islamiste et proférer de tels donc ce que c'est-à-dire c'est un langage de bidas, de troufiant, plus qu'un langage d'islamiste, quoi. Même avec l'accent de l'Est, bien, je reconnais. Moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai passé mon service militaire. J'avais beaucoup de chantiers avec l'armée, donc je connais très très bien ce langage-là. Je connais. Le langage grossier, ordurier, de troufiants, des bidas qui jurent, qui blasphèment. Donc des islamistes, même sanguinaires, tout ce qu'on veut, ne pourrait pas blasphémer le nom de Dieu, puisqu'ils pourraient se faire descendre par leur chef tout aussitôt. Effectivement, il n'y a pas de... Ce que disait Jean-Baptiste Rivoire, j'approuve de dire que... Mais c'est la même chose, il l'a pas dit gentiment quand il a dit... c'est aussi des insultes, il insultait les continuez à faire votre travail calmement, il les insultait. C'est-à-dire que l'encadrement, les gens qui encadraient ces assaillants, enfin ces personnes qui tuaient, qui assassinaient et tout, il y avait aussi, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi, on avait retrouvé le lendemain, on avait retrouvé une personne cachée dans un garage qui ne savait pas ce qui s'était passé. Apparemment, toute la nuit, je pense que c'était des gens drogués. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. On l'a remis entre les mains du militaire parce qu'ils ont failli être lynchés. Cette personne a été remise entre les mains des militaires et on ne sait jamais ce qui est devenu de cette personne-là. Alors, expliquez-nous bien, parce que j'ai peur de ne pas avoir bien compris. Cette personne faisait partie des assaillants? Oui. Le lendemain, on a retrouvé 2 personnes, une qui était blessée et l'autre non, c'est dans les maisons qui étaient carrément près de l'orangerie. Ah mais et oui. Toute la population s'est accourue pour les lyncher, quoi. Et cette personne-là, qui faisait partie des assaillants, tombait des nues, elle savait pas ce qu'elle avait fait, quoi. Et donc heureusement que les militaires sont arrivés, heureusement ou malheureusement, sont arrivés en courant, donc ils l'ont pris, ils l'ont emmené, mais on ne sait plus ce qui est devenu cette personne. Il y avait une personne, une seule? Deux personnes. Restez avec nous, Youss, restez avec nous. Oui. Jean-Baptiste Rivoire, vous étiez au courant de cette histoire de 2 assaillants qui avaient été pris par la suite, qui étaient vraisemblablement drogués, qui avaient été remis à l'armée, qu'on n'a plus jamais revus? Non, ce détail-là, je ne le savais pas, mais ça ne me surprend pas tellement et ça pose une question qui s'est posée à d'autres occasions, c'est-à-dire, par exemple, l'armée tombe sur 2 types qui manifestement ont participé au massacre. C'est absolument essentiel de les arrêter, de les faire expliquer ce qui s'est passé, d'essayer de comprendre. Ce sont si c'est des participants au massacre, c'est des gens absolument essentiels. Comment se fait-il que, comme le dit Nesrallah, l'armée les a embarqués, on n'a plus jamais eu de nouvelles? Je vais dire juste autre chose. La nuit du massacre, quelques minutes après que les militaires soient passés dans le village en disant à un des habitants « Ah, vous jouez à un jeu, vous allez voir ce soir ce qui va vous arriver. » Les militaires des forces spéciales disent à un habitant, vous allez voir ce soir, vous allez déguster. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Cette même nuit, les patriotes étaient partis dîner à 30 km de là avec leur chef qui les avait invités à faire autre chose que d'être dans le village. Ça aussi, ça pose question. Et puis enfin, comment se fait-il que les tueurs, vers 4 ou 5 heures du matin, à la centaine ou les 200 tueurs, repartent avec une trentaine de femmes? Ça fait 5 heures que ça tire dans le village, on l'entend depuis des kilomètres, et les blindés des forces spéciales qui sont autour du village laissent partir les tueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Restez avec nous, Jean-Baptiste Rivoire. Soufiane Chouiter, vous avez entendu ce que vient de nous dire notre ami Nasrallah Youss? Soufiane Chouiter. Oui, c'est vraiment quelque chose de bizarre, parce qu'on n'a jamais connu, on ne nous a jamais présenté ces gens-là. Donc moi je fais confiance à ce qu'il a dit au témoignage de Nasrallah, mais jusqu'à maintenant on n'a jamais présenté ces personnes devant un tribunal. En principe, un événement comme ça, les massacres de Bentalha, je pense que le pouvoir sera mieux de les présenter, enfin de le présenter dans un procès. Il y aura une publicité médiatique parce qu'il aime jouer aussi le pouvoir, la médiatisation. On a vu par exemple l'attentat de l'aéroport Houari Boumediene, etc. Donc on a fait une publicité sur le procès des présumés auteurs de cet attentat. Et là,
on n'a aucune idée, on n'a jamais, même les autorités n'ont jamais déclaré publiquement et officiellement que il y avait des procès, il y avait des jugements, des auteurs. Soufiane Chouetel, en l'occurrence, ce détail, moi, j'en tombe de ma chaise. Je ne suis pas juriste, mais j'imagine que c'est un détail accablant que des assaillants aient été remis aux autorités et que l'on n'en a plus jamais parlé. Ça rejoint un peu cette logique du DRS qui garde les gens compromettants chez lui, comme c'est le cas de Abdelrazak El-Para, de Hassan Hattab et d'autres émirs du JIA que le DRS refuse de remettre à la justice parce qu'il pourrait dire des choses. Est-ce que sur ce détail que vient de nous révéler Nasrallah Ayous, est-ce que les organisations comme la vôtre, les défenseurs des droits de l'homme, ceux qui sont en train de se battre pour faire éclater la vérité, est-ce que ce détail ne pourrait pas faire repartir l'affaire? Bon, écoute, oui, une deuxième fois, ça montre qu'en Algérie, ce n'est pas le règne de droit, hein, ce n'est pas la justice qui prime, c'est plutôt la force d'une police politique ou de l'armée qui impose sa raison. Nous, comme il a dit, Révoil, qu'il y a un manque de volonté, il y a un manque de volonté politique, soit au niveau national, puisque c'est le même régime qui est impliqué dans ces graves violations des droits de l'homme, mais il y a aussi la complicité de la communauté internationale de faire des pressions pour qu'il y ait des enquêtes sérieuses et approfondies sur ce qui se passe. Donc, nous, pour l'instant, ce qu'on fait dans ce contexte, c'est de documenter le maximum de documenter les preuves, rassembler les preuves, de commenter les faits, etc. C'est pour préparer l'avenir. On ne sait pas exactement, peut-être que l'avenir, ça va changer. On a vu dans le printemps arabe des événements qui précipitent. Donc, ça, c'est le plus important. D'ailleurs, je profite de cette émission pour lancer un appel à nos compatriotes. Il faut écrire, il faut documenter sur les événements que vous êtes témoins. C'est très important, non seulement pour éventuellement des procès contre les criminels, mais aussi pour écrire notre histoire. Un jour ou l'autre, on aura besoin d'une commission de vérité. Et cette commission, si nous, on profite de notre temps de documenter, de rédiger notre histoire, ça sera une matière importante pour une future commission de vérité de commencer le travail d'écrire notre histoire. Restez avec nous, Soufiane Chouetel. Yous Nasrallah, ce détail que vous venez de nous livrer, il figure dans votre livre? Vous savez, ça fait 18 ans, je ne sais plus, je pense que oui. J'ai pas tout dit dans le livre, effectivement, parce que on peut pas tout dire en 300 pages. Dans les 300 pages, il fallait raconter une histoire, il fallait raconter. Il y a plein de détails, donc j'ai beaucoup travaillé. Je veux dire, je travaille sur des mémoires, je travaille sur des faits, j'enregistre des choses, parce que voilà, pour que ça me reste vivant. Mais il y a plusieurs témoins de cette... Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr. Mais il y a plusieurs témoins qui ont assisté à la remise de ces gens aux autorités. J'ai dit que les militaires sont intervenus parce qu'ils allaient être lynchés. Ils allaient être lynchés par les habitants de Bentalha. D'accord. Donc c'est pas. Je voulais intervenir sur les enquêtes internationales. Moi, j'y crois pas trop parce qu'il y a des pressions énormes, il y a des intérêts. On a vu le cas de Nzar. Quand il a fui, il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre lui pour torture. Il a fui. Quand après il s'est arrangé avec les autorités françaises, il est revenu pour mener un procès contre Khalid Chouadia. Donc il a eu des garanties. Oui. Ce que je veux dire, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment faire pression et traquer ces criminels, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Je veux dire, comme il y a un procès qui aura lieu bientôt. Je ne sais plus si c'est les enfants de Fergan, Haj Fergan, à Nîmes. Oui. Contre les disparitions forcées. Donc ils ont fait partie des escadrons, eux aussi, dans des expéditions punitives à Rélisène. Oui. Donc ces gens-là, il faut les traquer un par un. Moi, c'est à ça que je crois.
Mais vous n'avez pas l'impression que, venant de la part de la société algérienne, il y a comme une indifférence, j'allais dire presque outrancière, pour ne pas dire tout le monde s'en fout? Parce que ça doit être porté par des politiques aussi. Je pense que oui, il y a une sorte de lassement. Les gens qui se sont battus, ça use, quoi. Ça use depuis des années. Mais les nouvelles générations ne connaissent pas ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de mensonges. Donc tout ça, et je pense qu'aussi il y a, je suis désolé de le dire, il y a aussi beaucoup de fatalisme. Donc c'est beaucoup de gens comme Schwitter, comme Habib Sadia, qui ne veulent pas lâcher, qui seront toujours là. En espérant qu'un jour justice sera faite, quoi. Je veux dire, excusez-moi pour les gens que j'ai pas nommés. Oui. Il y a encore beaucoup de gens qui se battent pour la vérité. Youss Nasrallah, tout à l'heure, au début de l'émission, vous avez difficilement retenu votre émotion. On vous a senti la douleur à fleur de peau, le cœur gros encore, 18 ans plus tard. Parlez-nous un peu de l'état d'esprit des gens qui ont survécu, des gens qui ont perdu des êtres chers, des enfants, qui ont vu parfois leurs petits-enfants découpés en morceaux ou coupés à la hache sous leurs yeux. Comment ils vont aujourd'hui? Vous savez, j'ai un peu perdu contact avec ces gens, avec mes amis, avec les premiers temps. Je militais pour qu'il y ait des centres psychologiques. Il y en a eu un à Blida, un à Bentalha, mais sans plus. Je veux dire que moi, ce qui me faisait peur, c'est que justement, qu'est-ce qu'ils allaient devenir? On le voit, il y a beaucoup de violence en Algérie. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la raison, qui sont devenus fous. C'est pas anodin. Qu'est-ce que vous attendez d'un enfant qui a reçu un coup de hache sur la tête, dont son crâne a été fracassé? Et qu'on n'a pas traité. Je veux dire, c'est ça, moi, qui me faisait peur. Il n'y a pas eu de prise en charge, il n'y a pas eu de... L'émotion, je veux dire... Moi, je retiens une chose. C'est que même le soir du massacre, enfin le soir de lendemain, quand on était à l'hôpital, j'ai envie de le dire, oui, même les médecins ont fui. Youss Nasrallah, que devient la dame qui a été prise en photo, que nous voyons là sur le background, la Madone de Bentalha? J'ai plus de nouvelles. Je sais que les autorités l'ont recherché avec le journaliste, avec Rossine, ils les ont recherchés pendant des semaines, oui. Ils ont fini par la retrouver et ils ont essayé de la récupérer comme ils ont récupéré pas mal de gens. Oui. Voilà, vous y retournez de temps en temps, Youss? Non, mais je compte y aller peut-être à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Oui. Non, j'y suis pas retourné depuis 18 ans. Pas depuis 18 ans, depuis la tragédie? Oui. Et votre maison? Elle a été squattée pendant 13 ans par des miliciens. J'ai eu du mal à intenter un procès pour la récupérer. J'ai fini par la récupérer, j'ai tout barricadé, mais... Par les fameux patriotes. Voilà. Très bien. Avec la bénédiction de l'armée. Oui. C'est le rab, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Jean-Baptiste Rivoire, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Si vous êtes un ami de l'Algérie, vous êtes vous-même algérien à votre façon, vous avez passé votre enfance et votre jeunesse en Algérie, à Constantine, à Alger, un pays que vous aimez, pour lequel vous continuez de vous battre. Vous avez beaucoup d'amis, de nombreux amis, vous êtes très admiré là-bas. Donc je vous laisse le mot de la fin. C'est gentil à vous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, j'ai très bien le souvenir d'avoir grandi dans le quartier de Ben Aknoun à Alger.
Et j'étais soigné parfois quand j'avais de l'asthme à l'hôpital de Beni Messous. Et 20 ans après, en passant des heures et des heures à entendre des Algériens qui sortaient de cette sale guerre et qui racontaient ce qu'ils avaient subi, j'ai découvert que là où j'habitais petit, c'était devenu des centres de torture. Moi, j'avais lu quand j'étais petit aussi des livres sur la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, où on racontait comment les Français avaient torturé la population algérienne massivement, Massu en 57, la bataille d'Alger, etc. C'est vrai que 25 ans plus tard, entendre des jeunes Algériens me raconter comment on leur avait mis la tête dans l'eau, comment on les avait massacrés dans des scènes de torture, c'était extrêmement triste et douloureux. Et voilà, moi, en tant que citoyen de ce monde, je suis éternellement dévasté que le peuple algérien ait été aussi peu respecté dans toutes ces périodes, et notamment dans la période récente, mais pas seulement, et dévasté qu'au fond, l'indifférence de la presse occidentale, l'indifférence des organisations internationales, l'indifférence des politiques. C'est-à-dire que cette espèce de sentiment qu'au fond, cette population serait serait pas des êtres humains dignes de respect. Et le premier de ce respect, c'est juste le droit à la vie, c'est l'état de droit. Je suis frappé aussi de l'absence d'état de droit totalement en Algérie, même si en apparence, il y a une justice, en apparence, il y a des institutions. En fait, il n'y a pas de droit. On peut débarquer chez vous au milieu de la nuit, vous enlever, etc. Et l'indifférence internationale, voilà, me bouleverse, me scandalise, me choque et me choquera toute ma vie, je crois. Jean-Baptiste Rivoire, merci infiniment. Nasrallah Ayous, merci beaucoup. Sofiane Choueter, merci. En espérant vous revoir tous trois bientôt dans nos autres émissions. Salam alaikum, qawala khair, salama.